cette offensive qui piétine est-elle en train d'enfoncer un coin entre les alliés? Est-elle en train de distiller une forme de zizanie entre l'Ukraine en particulier et l'OTAN? Mais on sait que les positions ukrainiennes sont très partagées par les pays de la première ligne, la Pologne, les pays baltes en particulier. On ressent l'agacement, voire l'amertume monter du côté ukrainien au fur et à mesure que ces difficultés émergent sur le thème « Pourquoi avez-vous autant tergiversé ?» Maintenant, vous venez faire la fine bouche en disant « La contre-offensive, l'offensive ne marche pas », mais c'est dans votre jardin qu'il faudrait regarder. Alors, voyons d'abord quelles sont ces déclarations, les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, donc, on sent monter cette forme d'exaspération face aux difficultés. Et cette forme d'exaspération, elle est bel et bien tournée vers l'Occident. Oui, le tout dernier en date à l'exprimer, c'est le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky. Interview à CNN et plus précisément à la journaliste Erin Burnett, l'une des stars de la chaîne américaine. Elle est venue à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Et vous allez le voir, Zelensky n'y va pas par 4 chemins. Si la contre-offensive piétine, dit-il, c'est parce qu'elle a commencé trop tard. Je voulais que notre contre-offensive démarre beaucoup plus tôt, déclare Zelensky, visiblement amer et agacé. Et il enchaîne, tout le monde savait que si elle se déroulait plus tard, une grande partie de notre territoire serait minée, que c'était donner le temps et la possibilité à notre ennemi de placer plus de mines et de préparer ses lignes de défense. Alors pourquoi a-t-elle démarré si tard ? Eh bien, suivez mon regard, c'est parce que l'Ukraine n'avait pas reçu assez d'armement. J'ai dit aux États-Unis et aux Européens que nous voulions commencer plus tôt et que nous avions besoin de toutes les armes et le matériel pour cela, déclare encore Zelensky. Le propos est à peine sous-entendu. L'Europe et les États-Unis ont trop traîné, ont trop tergiversé. Et c'est ce message que Volodymyr Zelensky est venu délivrer aux Américains via CNN. Avant d'appuyer à nouveau sur la question des avions, il ne s'agit même pas de donner aux Ukrainiens un avantage sur les Russes dans le ciel. Il s'agit juste d'être à égalité. Avant Volodymyr Zelensky, souvenons-nous, c'était déjà le commandant en chef de l'armée ukrainienne, l'autre homme fort de l'Ukraine, le célèbre général Valéry Zaloujny, qui avait laissé exploser une rare colère face au dépit des Occidentaux devant l'insuccès de la contre-offensive. « Je suis furieux », avait-il martelé dans le Washington Post, en appelant lui aussi à livrer plus d'armes. Et il avait ajouté « Si je ne reçois pas 100 000 obus en une semaine, 1000 personnes vont mourir ». Ce discours-là est repris partout dans l'appareil militaire ukrainien. Le journal The Economist rapporte les propos d'un membre du renseignement de l'armée. Certains partenaires nous disent d'aller de l'avant et de nous battre violemment, mais ils prennent leur temps pour nous livrer le matériel et les armes dont nous avons besoin. Bref, David, le ton monte. Et dans le camp occidental, de ceux qui soutiennent l'Ukraine militairement, on sent aussi que des nuances, et un peu plus que des nuances, sont en train de voir le jour. Oui, notamment, vous le disiez à l'instant, chez les plus fervents défenseurs, soutiens de Kiev. Par exemple, les Britanniques. Écoutez l'amiral Tony Radakin, le chef des forces armées britanniques. You have tactical issues, the lack of air cover for Ukraine, they haven't got all of the equipment that they would have desired. Sous-entendu, l'Occident, Washington, a intérêt à fournir davantage à Kiev. Et c'est aussi ce qu'affirme Edward Stringer, ancien chef du développement des forces interarmées au ministère britannique de la Défense, dans le Financial Times. En donnant si peu à l'Ukraine, nous avons forcé Kiev à se battre d'une manière que nous n'aurions jamais acceptée. Oui, ce sont surtout des voix officieuses qui s'expriment. Il faut rester unis, il ne faut pas que la zizanie gagne. Merci Fanny. Alors Jean, Bernard, vous suivez plus particulièrement ces questions européennes. Ça ne s'exprime pas publiquement pour l'instant, mais on sent que ça gagne. Cet insuccès de l'offensive ukrainienne est-elle en train de fissurer la cohésion qui s'affichait jusque-là ? Moi, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour parler d'insuccès de l'offensive ukrainienne. Il n'y a que 10 brigades sur 30 qui ont été engagées. Attendons, ils avancent prudemment. Il y a des gains, il y a des pertes. Vous savez, on imagine toujours les grandes cavalcades. Donc, le mot insuccès, je trouve, on n'a pas la percée majeure qu'on attendait. Cela dit, je rappelle quand même que les Alliés, en 1943, en Italie, ont piétiné pendant plus d'1 an et demi, ont perdu des milliers d'hommes, et notamment l'armée française. Rappelez-vous, Monte Cassino, c'était quand même assez sanglant. Vous voyez qu'il y a une déception.
déception. Oui, Vous voyez qu'il y a une déception, y compris oui, côté ukrainien. il y a une déception côté ukrainien. Alors, prenons maintenant le côté ukrainien. Les Ukrainiens ont raison. Ils ont raison, évidemment. On a tergiversé pendant 1 an et demi. Je vous rappelle quand même que Emmanuel Macron, pendant plus d'1 an, a expliqué, enfin pendant 8 mois, a expliqué que si on livrait des chars et des avions à l'Ukraine, ça ferait de nous des co-belligérants. Et c'est lui-même qui a fixé ces lignes rouges. Vous vous rappelez, on a longuement parlé ici en disant, mais au nom de quoi on s'interdit, nous, de livrer des armes à quelqu'un, à un État qui est attaqué par un autre. Et il a fallu lever ensuite ces tabous qu'on s'était fixés à nous-mêmes. Donc il y a eu énormément de temps. Vous vous rappelez, en début d'année, on a livré des AMX 2023. 1 an après, on a livré des AMX 10 qui a fait bouger les Allemands qui ont enfin livré leurs léopards. On a mis du temps. Là, les avions... Même les défenses antiaériennes, au départ, on considérait voilà, co-belligérants. Voilà. En fait, il fallait donner au début des frondes et puis des arcs avec des flèches. Hein. C'était à peu près ça. Et comme ça, les Russes n'allaient pas nous nucléariser. Donc, nous sommes responsables, effectivement, de ces délais qui ont été mis qui ont été imposés à l'Ukraine pour qu'elle organise sa contre-offensive. Est-ce que pour autant, on peut dire que les Européens sont en train de se diviser face à ça? Non, là, je ne pense pas une seconde. Parce et que la Pologne, les pays baltes et même la Grande-Bretagne ont toujours voulu que ça aille plus vite bien et sûr, plus fort. Mais bien sûr, mais je veux dire, vous vous rendez compte que, par exemple, l'Allemagne a dû mettre fin, en l'espace de 8 mois, à 40, 50 ans, 60 ans de pacifisme. Regardez-nous, juste pour changer la politique de la ville, après les émeutes, combien de temps il va nous falloir ? Dire, quand est-ce qu'on va se dire il y a peut-être un problème d'intégration? Juste ça, ça ne nous concerne que nous. Donc là, c'est la politique étrangère, la défense allemande, c'est ce que croyaient les Allemands depuis 1945, qu'ils ont dû balancer par-dessus bord. Alors effectivement, les Polonais peuvent donner des leçons, n'empêche que les Polonais ferait mieux de regarder dans leur propre jardin avant de donner des leçons, parce que je vous rappelle que quand même, le pays qui bloque actuellement les exportations de produits agricoles ukrainiens, dont l'Ukraine a absolument besoin, ce sont les Polonais et les Hongrois. On parle de transit, c'est un peu autre chose, c'est un débat complexe. Mais sur l'armement, oui, mais c'est pas seulement ça, soutien militaire. Oui, mais les Ukrainiens ont besoin d'argent pour acheter des armements, et donc là, si on s'oppose à la fin des... On leur fait un peu crédit quand même, c'est d'ailleurs bien normal. C'est ce qu'on appelle le crédit bas qui avait été fait par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais encore une fois, je veux dire, vous savez, les Polonais, ils sont très donneurs de leçons, mais là maintenant, quand il faut eux-mêmes payer justement en acceptant des importations de produits agricoles ukrainiens, à ce moment-là, ils bloquent. Donc on a une grosse crise actuellement. Vous savez, il ne faut pas la sous-estimer. Cette crise à l'intérieur de l'Union européenne, celle-là, elle est réelle. Mais pour les armements, je vous rappelle que quand même, les Européens viennent de décider de livrer et de financer 1 million d'obus à l'Ukraine. Vous avez raison de souligner qu'on s'est tous étonnés ici qu'il faille du temps avant de se dire tiens, ces lignes rouges, finalement, elles étaient en carton. Voilà. Bon, Général Trinquant, quand on entend Zelensky, on peut se dire pourquoi donc a-t-il lancé cette contre-offensive si il estimait que les moyens n'étaient pas réunis? Non, alors c'est pas exactement ce qu'il dit. Il dit qu'il aurait dû relancer l'offensive plus tôt pour que les terrains ne soient pas minés et que les Russes n'aient pas eu le temps d'installer leur défense. Et ça, on le disait, souvenez-vous, on pensait que c'était à l'hiver qu'il fallait le faire. Pourquoi à l'hiver? Parce que c'était juste après l'offensive de Kharkiv et de Kherson. Je rappelle, Kherson, ça s'est terminé en novembre. Et donc, en décembre, avec le gel, on pouvait penser qu'à ce moment-là, on pouvait lancer l'offensive et qu'on profitait de la dynamique d'une certaine façon. Mais le problème, c'est qu'ils ne disposaient pas des équipements à ce moment-là. Et là, si vous voulez, aujourd'hui, c'est facile de dire on aurait dû faire plus tôt, plus vite, plus machin, etc. Ouais. Après la guerre, tout le monde était général. Exactement. Mais non, mais si vous voulez, à l'époque, tout le monde se posait des questions quand même. C'était la première fois qu'on se retrouvait face à une puissance nucléaire qui faisait la guerre. Et donc, on avançait à petits pas, prudemment, en se disant qu'est-ce qui va se passer. Alors d'abord les Stinger, ensuite les Javelin, après ça les machins, les chars, etc. Et puis maintenant, on en arrive aux avions, puisque l'accord a été donné. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on aurait dû aller plus vite et plus fort, mais les Européens ont été devant une difficulté majeure, c'est comment traiter les Russes, premier point. Deuxième point, que donner sans se dépouiller? Parce que je rappelle que les Européens, depuis 25 ans, s'étaient dépouillés. Et d'un seul coup, à part la France qui a commencé il y a 5 ans à augmenter son budget, les autres, il y a 1 an, se sont réveillés et ont dit on va augmenter les budgets. Et ça veut dire qu'il faut se réarmer ensemble. Dissuasion, article 5 de l'OTAN.
et en même temps aider les Ukrainiens. Et faire les deux, c'est compliqué. Et alors, ce que je disais tout à l'heure en introduction, les crises, ce sont des révélateurs. D'un seul coup, l'Europe se met à produire des obus, se met à produire des équipements. Bon, tout ça. Et ça, c'est très malheureux pour les Ukrainiens, parce qu'ils payent le prix du sang. Et moi, je comprends très bien le chef d'état-major ukrainien qui est furieux, parce que ce sont ces hommes sur le terrain qui en payent le prix. Qui meurent, qui sont blessés, qui se battent avec un courage extraordinaire. Mais maintenant, je suis tout à fait comme Jean. Ne jetons pas l'affaire tout de suite. L'opération n'a fait qu'être entamée aujourd'hui depuis un mois. Et les Ukrainiens, s'ils trouvent une percée, ils pourront engager leurs réserves. S'ils ne trouvent pas de percée, ils auront intérêt à ne pas engager les réserves. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas tant de réserves que ça. Et il faudra, dans ce cas-là, ça prendra plus de temps. On attendra l'été prochain. Ça ne marche pas, disait Michel Goya. Mais ça, attendez, pardonnez-moi, là, j'ai suivi, j'ai écouté, je ne suis pas d'accord du tout. C'est pas au nombre d'obus, de milliers d'obus par mètre carré qu'on va gagner. C'est pas vrai. C'est l'endroit où on va arriver à faire une percée. On n'est plus en 1918, on n'est plus en 18, il y avait les chars. Est-ce qu'il existe ? On n'est plus en 1915 et 16. C'est-à-dire que ce n'est pas la densité d'obus et le nombre d'hommes au mètre carré qui vont faire que ça va gagner. Ça s'appelle la concentration des efforts, la concentration des effets. Et si vous le faites sur 80 km de front et que vous arrivez à concentrer vos effets là, c'est pas grave qu'il y ait 250 000 soldats russes ailleurs. C'est pas grave. Bernard, vous, le défenseur de la nation européenne qui progresse, vous comprenez l'exaspération de Zelensky, où vous dites... Tout de même, cette Europe, elle a quand même agi. Non, je comprends et j'ajoute, tout de même, cette Europe, elle a agi et elle se transforme et elle bouge. Mais écoutez, sur le passé et sur le futur. Sur le passé, c'est très simple. Comme le disait le général, comme disait Quatremer à l'instant, nous nous sommes trouvés au moment de l'agression de M. Poutine contre l'Ukraine devant une situation totalement nouvelle. Jamais on avait eu un conflit de cette ampleur avec une entrée en guerre directe de la Russie. Il y avait eu les guerres, évidemment, de Yougoslavie. Il n'y avait pas d'entrée en guerre de la Russie. Là, on se trouvait face à la Russie, deuxième puissance nucléaire du monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Il a fallu s'adapter psychologiquement, tenir compte aussi du fait que nos arsenaux étaient largement vides depuis 25 ou 30 ans. Maintenant, le futur. Quand Zelensky tape du poing sur la table, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de mobiliser les Américains et les Européens. Et moi, je veux bien prendre un pari avec vous et devant tous vos téléspectateurs. Le résultat sera qu'il y aura des livraisons d'avions et en masse et qu'il y aura une amélioration, à mon avis, assez spectaculaire des livraisons d'armes à l'Ukraine. Livraison d'avions seulement quand la contre-offensive sera terminée, a dit l'OTAN. Mais non, pas que... Les missiles longue portée en attendant. Les missiles longue portée. Les missiles longue portée peuvent avoir le même effet que les avions. Absolument, absolument. Non, vous allez voir qu'au sommet de l'OTAN, on n'ouvrira pas la porte de l'OTAN à l'Ukraine, bien évidemment pas. Les Américains s'y opposent, les Allemands s'y opposent. Dans la mesure où les Américains s'y opposent, M. Macron se paye le luxe de dire « moi je suis pour », mais à mon avis, si les Américains n'étaient pas contre, ils ne le diraient pas. Mais de toute manière, au sommet, on va... décupler, je pense, considérablement augmenter l'appui militaire à l'Ukraine. Et vous, Anne, vous comprenez cette exaspération ? Mais bien sûr, je suis d'accord avec, grosso modo, tout ce qui a été dit. Je ne peux pas laisser parler d'un succès de la contre-offensive ukrainienne. Chaque chose en son temps. C'est pas moi qui le dis. Elle est clairement... Beaucoup de les experts militaires qui nous accompagnent depuis le début de cette invasion. Elle est plus difficile que ce qu'on avait imaginé et espéré. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est un insuccès. Il faut du temps. Un succès, pour l'instant, entendons-nous. Oui. L'insuccès serait s'il y avait un succès russe. Où est le succès russe ? Il n'y en a pas. Alors, le discours qui est tenu par le président Zelensky, en réalité, c'est le même que celui qui tient depuis le début. Il a toujours eu un discours extrêmement volontaire et toujours chercher à convaincre les Européens, mais en réalité les Européens sont d'accord
que l'enjeu de sécurité, il n'est pas seulement pour l'Ukraine, mais il est pour toute l'Europe. Mais là, on sent, Et donc, pardonnez-moi l'expression, qu'il a les boules, comme Zaloujny, comme son chef d'état-major. Oui, mais alors, en plus de l'affaire de la contre-offensive, la lenteur de la contre-offensive le contrarie, comme elle nous contrarie finalement tous, mais il y a aussi le contexte, et le contexte, c'est le sommet de l'OTAN à Vilnius. Et ça, c'est très très important pour l'Ukraine. Vous savez, les garanties de sécurité que demande l'Ukraine, en fait, ils ont des très très mauvais souvenirs, les Ukrainiens, dans ce domaine-là. Rappelons-nous le mémorandum de Budapest en 1994, où ils ont rendu des armes nucléaires à la Russie en échange de garanties de sécurité qui étaient garanties par les États-Unis et la Russie. On a vu le résultat en 2014. Et d'autre part, rappelons-nous le sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, où pour l'Ukraine, ça a été une catastrophe, parce que l'OTAN a pris une décision qui n'en était pas une, en disant l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie seront un jour membres de l'OTAN, mais aucune date, aucune précision. Ça, donc on énervait la Russie sans pour autant protéger ni l'Ukraine. Et qui était d'ailleurs l'auteur de ce compromis ? La France et l'Allemagne. Non. Ah ben non, pour moi, c'était au contraire le Royaume-Uni qui était l'auteur de ce compromis en disant on ouvre la porte sans l'ouvrir. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy avaient mis leur veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est pour ça que je dis que le compromis était britannique, parce que les Français et les Allemands étaient contre toute ouverture de la porte. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a ouvert à demi. Et c'est ça qui était une catastrophe, comme vous le dites très justement. On a énervé les Russes et on n'a pas satisfait les Ukrainiens. Pardon. Et donc, ce qui va être décidé à Vilnius est absolument essentiel pour les Ukrainiens et donc pour le président Zelensky, qui fasse monter les enchères à la veille du sommet de Vilnius est absolument normal et je dirais presque souhaitable.